Automne 2016. Des millions de citoyens en Europe descendent dans la rue. La Wallonie vient de refuser de signer le traité de libre-échange avec le Canada, ce qui déclenche une crise dans toute l'Europe. Les négociations autour de ce traité ont révélé l'existence d'un organisme que personne ne connaissait, les tribunaux d'arbitrage internationaux, qui permettent aux multinationales de poursuivre des États en justice. Philip Morris tente d'utiliser l'arbitrage pour empêcher l'Uruguay d'adopter de nouvelles lois anti-tabac afin de réduire la consommation nationale. Une entreprise française a poursuivi l'Égypte en justice parce que l'Égypte avait augmenté son salaire minimum. Le plus étonnant, c'est que ces tribunaux d'arbitrage ont le pouvoir de condamner les États à des dédommagements faramineux. 50 milliards de dollars, c'est à tout point de vue le plus gros dédommagement jamais obtenu. Le montant total des dédommagements demandés est d'environ 5,7 milliards. Vous n'étiez pas au courant? Normal. Les procès se tiennent à huis clos et sont menés par de grands avocats d'affaires. Tout cela se passe dans le plus grand secret. Les procès en arbitrage sont secrets. C'est le principe même d'un arbitrage, qu'il ne soit pas rendu public. Mais d'où sort cette justice? Qui l'organise et qui nous défend? Après tout, finalement, c'est nous les contribuables qui payons l'addition. Mais quel est ce droit? Qui a voulu que ce droit fonctionne comme il le fait? En quoi est-il le reflet d'une volonté populaire de la conscience morale commune? Telle est la question. Pour comprendre, il nous faut pénétrer à l'intérieur d'un système d'une grande violence, là où les multinationales règlent leurs comptes avec nos États et tentent de nous imposer leurs lois. On ne parle pas seulement d'un traité avec le Canada. On parle de tous les futurs traités commerciaux bilatéraux. C'est pour ça que c'est si important. Je pourrais presque dire, si je voulais faire de l'emphase, le débat qu'on a ici, c'est la question de savoir de quelle mondialisation voulons-nous? Que nos pays soient de grandes puissances ou à peine en voie de développement, ils subissent tous cette justice. Cela touche à nos droits les plus fondamentaux: santé, environnement, salaire et droits humains. Voici enfin révélé l'extraordinaire pouvoir des tribunaux d'arbitrage internationaux. En Colombie, le long de la rivière Apaporis en Amazonie, des sociétés minières nord-américaines prospectent pour extraire l'or sur le site de la Libertad, un site sacré où se trouve l'origine des 7 peuples indigènes. Mais en 2009, l'État colombien, concerné par la question de l'environnement, classe la zone parc naturel national, ce qui annule la concession minière. Après des années de tentatives de négociation avec le gouvernement colombien, en 2016, Andrés Rendel, le PDG de la société canadienne Cosigo, associé à la compagnie texane Toby Mining, contre-attaque. Il dépose une demande d'arbitrage contre l'État colombien. Pour ma part, je n'avais jamais entendu parler des tribunaux d'arbitrage internationaux. J'avais entendu parler de la Cour internationale de justice, mais je pensais que c'était uniquement pour des affaires opposant des États. L'opportunité de pouvoir être entendu devant un tribunal d'arbitrage international, ça a été un vrai soulagement pour nos actionnaires. Savoir qu'on n'allait pas dépendre du bon vouloir d'un juge de zone rurale agissant sous la pression du maire de sa commune. Andrés Rendel va donc s'adresser à la justice privée. C'est à Paris qu'il choisit d'assurer sa défense, auprès de Jérémy Chouraki, un avocat d'affaires spécialiste des litiges en arbitrage.
Salut, Jérémy. Salut. Wow, quelle vue. Oui, pas la peine de me regarder. Regarde derrière moi. Écoute, en ce qui concerne la procédure d'arbitrage, la phase de médiation est passée et ça n'a pas débouché sur une conciliation. Justement, Jérémy, j'ai une question. Combien de temps dure la période de médiation en général? Là, on est encore dans la première phase de la procédure, qui consiste à désigner les 3 arbitres qui vont constituer le tribunal d'arbitrage. Ça devrait prendre encore quelques semaines au moins. Et ensuite, je pense que la Colombie va contester la légitimité du tribunal, qui va devoir prendre une décision. Mais on est assez confiant là-dessus. Et ensuite, on va vraiment se préparer à l'audience. Oui, je croise les doigts pour qu'il y ait de vraies avancées. Ce serait bien. Oui. Quand Cosigo s'est retrouvé face à des problèmes, à cause du conflit entre le ministère des Mines et de l'Énergie colombien et celui de l'Environnement, on s'est retrouvé dans l'incapacité de travailler. L'un de nos plus gros actionnaires de chez Toby Mining and Energy, au Texas, nous a alors encouragés à demander un arbitrage, en espérant que ça nous permettrait de résoudre le différend entre l'État colombien et l'entreprise. Ce qui fait l'une des particularités de ce dossier et de la situation de Cosigo, c'est que Cosigo avait un titre minier valable délivré par l'agence des mines et à qui on dit du jour au lendemain ah non, finalement on a décidé de sanctuariser la zone, les 10 années que vous avez passées à explorer le titre minier qu'on vous a concédé, eh ben, on estime qu'il est plus valable. La Colombie aurait dû faire preuve de plus de maturité. Elle a signé de gros traités de libre-échange. Et aujourd'hui, elle doit les respecter. Autrement, ça revient à voler l'argent des investisseurs. Ce projet a demandé beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts et une grande motivation de la part des petits investisseurs. Ils ont travaillé ensemble en se soumettant à la législation colombienne et ont aidé le ministère des Mines à trouver des capitaux pour le peuple colombien. Tu peux me refaire voir la clause du traité sur les expropriations directes et indirectes? Ça, c'est les règles d'arbitrage. C'est parfaitement le droit d'un État de changer de politique, d'estimer qu'il veut même nationaliser des actifs. Les traités n'empêchent pas cela. Les traités disent, si vous faites cela, vous devez le faire dans le respect de certaines normes. Un des points de crispation des traités de libre-échange entre les pays est l'introduction de ce dispositif d'arbitrage privé. Présent dans la majorité des accords commerciaux internationaux, ce système est censé garantir une juste impartialité aux investisseurs étrangers pour qu'ils puissent se défendre contre les abus éventuels des États ou contre des législations trop contraignantes pour eux. L'arbitrage, les tribunaux internationaux, ce ne sont jamais qu'un mode de résolution d'un conflit qui peut paraître préférable à un conflit physique et armé. Il s'agit de favoriser le développement. Pour favoriser le développement, il faut rassurer les investisseurs. Pour rassurer les investisseurs, il faut dépolitiser et faire que ce ne soit pas simplement un rapport de force entre les États qui va régler le problème si, en cas de différend entre un investisseur et un État, mais qu'on puisse aller vers un juge. Et ce juge, c'est l'arbitre international. Ces arbitres ne sont justement pas des juges, mais des avocats d'affaires qui seront à tour de rôle arbitre principal, défenseur d'un État ou défenseur d'une entreprise. Grassement rémunérés, ils sont souvent perçus comme une véritable industrie multimillionnaire, dominée par une petite élite qui agit dans la plus grande opacité et donne trop souvent la priorité aux investisseurs. S'il paraît normal, dans certains cas, de les dédommager, est-ce vraiment toujours dans l'intérêt des populations concernées ?
Au début, quand nous sommes arrivés sur place, les tribus du Nord étaient favorables au développement de la mine, mais celles du Sud s'y opposaient, alors qu'elles ne vivaient pas sur le site de la mine, ni dans la même région. Mais elles étaient soutenues par une ONG étrangère qui s'appelle Gaia. Ils ont essayé d'établir des sites sacrés sur une carte, en tentant de convaincre certains leaders spirituels du bien fondé de leur démarche. Mais aucun de ces lieux n'était proche du site minier qu'on proposait. On ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi on n'arrive pas à une conciliation, comme ils disent en espagnol? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, sachant que si on pouvait exploiter cette mine, tous les indigènes auraient un emploi. Et s'ils avaient tous un salaire, ils auraient des conditions de vie bien meilleures. Ça leur permettrait de faire des projets, d'acheter des réfrigérateurs et de ne plus laisser la viande se perdre et d'avoir à reconstituer les stocks de nourriture tous les jours. Et les femmes pourraient s'occuper de l'éducation des enfants. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est être complètement indépendants. Et surtout ne pas dépendre des Blancs ou du gouvernement. Le pilote a fait 3 voyages. On a vu arriver différents types d'experts pour étudier le terrain. Des géologues, des biologistes. Et au milieu de tout ce monde, il y avait même le patron, Andrés Rendel. Chacun d'entre nous devait guider un expert. Certains sont partis avec des biologistes, et moi, j'ai accompagné un géologue. On suivait un sentier et on cassait des pierres qu'on mettait ensuite dans un sac tous les 100 mètres environ. À notre retour, on a vu qu'il y avait bien de l'or dans les échantillons. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont fait une proposition. S'ils arrivaient à lancer l'exploitation, ils nous reversaient 1% de leurs bénéfices. Chez Cosigo, personne ne parlait des effets négatifs de ce projet. Ils disaient que si on leur donnait le permis, ils ne raseraient pas plus de 2 mètres carrés. Ils avaient juste à faire un trou et installer les machines. Et après l'exploitation, ils s'engageaient à replanter des arbres. C'est à l'initiative de l'ONG Gaia Amazonas qu'a été créé le parc naturel, qui interdit l'extraction d'or sur toute la réserve indienne. Nelson Ortiz, un membre de cette ONG, revient régulièrement dans la communauté pour soutenir les Indiens dans leur combat contre l'exploitation minière. Il disait que l'entreprise allait aider les différentes communautés. Parce qu'avec tout l'or qu'il y avait dans la mine, s'il menait à bien le projet, on pourrait acheter la moitié de la Colombie. Et nous, les propriétaires de ces terres, on allait être gagnants. Vous êtes allé dans la région de Choco, non? Oui, et j'ai compris une chose, que plus jamais il ne fallait autoriser une multinationale à exploiter le territoire Yaïgo-Paporis, le poumon de la planète. Les anciens disaient que l'eau était transparente. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie décharge. L'eau est comme morte. Des machines abandonnées et d'énormes dragues en activité, sans parler des mineurs. Ici, on est au centre de la sagesse, des sciences et du pouvoir de ce continent.
Quand un enfant naît, nous l'accueillons en organisant une sorte de baptême. D'où l'importance des sites sacrés. Pour que l'essence de cette sagesse lui soit transmise et favorise la croissance et l'intelligence du petit garçon ou de la petite fille et sa relation avec la nature. Voilà pourquoi ces lieux sacrés sont si importants. C'est là que se trouvent le chant, la danse et la guérison. Les peuples indigènes de la forêt appartiennent à des dizaines d'ethnies différentes qui partagent les mêmes mythes fondateurs sur l'origine du monde. Les nombreux sites sacrés de la terre ancestrale sont ces organes vivants. Lors de la cérémonie, le chaman dessine mentalement un parcours qui relie ces sites entre eux. C'est le chemin de guérison qui doit rester inviolé. Nos ancêtres disaient que cette planète est comme une petite sphère à la surface de l'eau. Et la forêt comme un radeau qui flotte, mais qui peut couler très rapidement. Cet endroit, c'est un peu le cœur, le pilier qui maintient l'équilibre de toute la planète. Si on acceptait qu'il soit exploité, alors pour nous, ce serait comme si on se rapprochait de la fin du monde. Les Indiens n'ont pas toujours parlé d'une seule voix. Andrés Rendel leur promettait des avantages financiers et une vie meilleure. Certains, dans la communauté indigène, les anciens en général, ont refusé dès le début toute exploitation minière. Mais d'autres ont été tentés d'accepter les petits cadeaux de Rendel. Une réunion de concertation est organisée. Les tribus convergent vers la maison traditionnelle de la Maluka, leur lieu de rassemblement. Inquiets par le dépôt de plainte de Cosigo, ils préparent un manifeste destiné à l'État colombien pour réaffirmer leur volonté de résister à l'exploitation de la mine. Bonjour à tous. Je voudrais parler de l'or et dire ce que j'en pense en tant que femme. Pour quelles raisons on voudrait travailler dans la mine? Pourquoi est-ce qu'on irait creuser? Pour chercher de l'or? Pour acheter quoi? Cette terre est notre terre originelle. Elle renferme des matériaux que nous appelons des pierres précieuses. Nous en avons parlé entre nous et nous sommes d'accord. Elle ne doit pas être exploitée. C'est pourquoi nous, les différents groupes ethniques de cette région, nous nous sommes réunis et nous avons pris cette décision. Nous n'allons pas travailler à la mine. Au lieu de ça, nous allons défendre nos territoires. Ici, on vit avec ce qu'on a et on n'a besoin de personne. Entre les Indiens et les exploitants miniers, un fossé abyssal entre deux conceptions du monde. Les uns cherchent à protéger leurs biens immatériels et leur culture. Les autres ne pensent qu'à extraire l'or enfoui dans les sous-sols indiens et au profit qu'ils pourraient en tirer. Andy, tu m'entends? Oui, salut Dan.
On a parlé avec Jérémy et il nous a donné des nouvelles de la procédure d'arbitrage. Et d'après moi, le gouvernement colombien a agi de mauvaise foi, avec les indigènes, mais surtout avec nous, en se cachant derrière le prétexte de la protection de l'environnement. Est-ce que toi, de ton côté, tu en sais plus? C'est pour tenir nos associés au courant de ce qui se passe. Eh bien, comme tu le sais, pour moi, tout ça n'a rien à voir avec l'environnement, comme le prouvent les documents. Ça ne ferait même pas la taille d'un terrain de football pour la mine. Pour l'exploration, on a juste besoin de faire un trou d'à peine 10 cm de diamètre. On fait le forage sans air et ça n'aura aucun impact sur l'environnement. Il n'y a aucun produit chimique. On ne fait qu'extraire la roche. Donc toutes ces histoires autour de « oh, ils vont déverser du mercure là-dedans » sont des mensonges à 100%. Ça n'a strictement rien à voir avec l'environnement ou quoi que ce soit. C'est juste une question de pouvoir et de terre. Quand j'ai rencontré la soi-disant médiatrice, son attitude, c'était « dommage, faites-nous un procès. Ça vous plaît pas? Attaquez-nous. On est en Colombie ici, on fait ce qu'on veut. » J'ai dit « mais vous ne comprenez pas que c'est vous qui êtes venu nous chercher. » Et elle m'a répondu « oui, c'est vrai, mais on a décidé de créer un parc. Désolé pour vous. » Puis j'ai ajouté « est-ce que vous comprenez que si on vous attaque, on va vous réclamer 16 milliards de dollars? Parce que c'est le plus gros gisement de fer et d'or de toute la Colombie et probablement même de toute l'Amérique du Sud. Je suis confiant. La Colombie va perdre dans cette affaire. La question est de savoir si on obtiendra les 16 milliards ou si ce sera entre 1 et 16 milliards. À mon avis, ça devrait se jouer autour des 8 milliards. Et c'est quoi la prochaine étape d'après toi? Cosigo ne va rien lâcher. Qu'on gagne ou qu'on perde, et je ne vois pas comment on pourrait perdre, ça peut prendre 2 ou 3 ans, mais on ne va rien lâcher. Bien. Comment peut-on en arriver à 16 milliards de dollars pour quelques études et quelques expéditions dans la forêt amazonienne? 16 millions, 1000 fois moins, ce serait déjà une énorme compensation. Est-ce une façon de faire payer aux Colombiens la perte d'un gain potentiel? Tout cela ressemble en fait à de la pure spéculation. À l'attention de l'État colombien et de la population. OK? Il faut mettre de l'emphase. Oui, avant d'envoyer le document. Le secrétaire est en train de tout réviser mot par mot. Voilà notre communiqué. Devant l'État colombien, la population, les médias et tous les intéressés au niveau national et international, nous déclarons que nous réaffirmons notre volonté d'interdire tout type d'exploitation minière sur notre territoire. Cette pratique économique ne fait pas partie de nos traditions. Et l'exploitation, l'usage et le contrôle de nos territoires sont régis par les accords spirituels et culturels conclus entre tous les peuples. Il est temps de passer à l'action et de partager cette expérience avec d'autres communautés indigènes. C'est le représentant de la réserve Yaigogé-Apaporis, Juan Carlos Preciado, qui va présenter le manifeste au Forum international des peuples indigènes, organisé par l'État à Bogota. En plus des populations indiennes, ce forum rassemble des universitaires, des ONG et des membres du gouvernement. Le but de ce forum, soutenir et encourager les peuples autochtones d'Amérique du Sud dans leur droit absolu à être consultés avant l'adoption de tout projet qui les concerne.
Plus de 1000 personnes assistent à ce congrès. Il est important de parler de la responsabilité des entreprises, qui ne devrait pas être facultative. Juan Carlos Preciado exhorte les communautés à s'organiser pour préserver leur autonomie et résister contre les projets miniers et touristiques. Et les règles à respecter ne peuvent pas non plus rester facultatives. Et puisqu'on parle de nous consulter au préalable, nous devons aborder la responsabilité des entreprises et les règles d'éthique indispensables. Juan Carlos Preciado cherche à diffuser plus largement l'information auprès du public. Il rencontre dans les locaux de l'ONG Gaia Marco Velasquez, un avocat de droit commercial international spécialiste des droits de l'homme. Une entreprise ne peut pas simplement dire « l'État colombien que j'allais aider à construire des écoles et tout un tas d'autres choses me doit aujourd'hui entre 16 milliards et 16 milliards et demi de dollars. » Ou alors, c'est que l'intention de départ n'était rien d'autre qu'un prétexte pour demander de l'argent, pour s'enrichir, sur la base d'hypothèses invérifiables. Ils ne peuvent pas affirmer que c'est ce qu'ils allaient gagner, parce qu'ils n'en savent rien. Ils savent très bien qu'ils n'obtiendront jamais 16 milliards 500 millions de dollars. Si on résume grossièrement, ils réclament cette somme pour voir ce qui peut tomber. Sachant cela, je souhaite vous proposer d'intervenir dans cette procédure d'arbitrage en essayant de fournir des informations qu'évidemment, ni l'entreprise, ni l'État ne vont fournir d'eux-mêmes. Très concerné par les attaques des multinationales étrangères contre son pays, Marco Velasquez écrit de nombreux articles dans la presse et prépare actuellement un livre sur ce sujet. Il rend visite à Toronto à son ancien directeur de thèse, Gus Van Arten, pour discuter avec lui du procès qui se prépare. Spécialiste en droit international des investissements, ténor de la critique des tribunaux d'arbitrage, le chercheur canadien intervient régulièrement sur la scène internationale. Il sonnait l'alarme depuis des années. L'arbitrage est un système profondément défaillant. Il n'est pas juste, il n'est pas indépendant et il est loin d'être équilibré. Donc ma réponse est régler ce problème. Ces dernières semaines, on a été pris dans un véritable ouragan en Colombie, à cause de cette affaire dont je voulais vous parler. Celle-ci? Oui. La plainte de Cosigo et Toby Mining. Exact. 16 milliards de dollars. Oui. Environ 20% du budget de la Colombie. Ça a surpris beaucoup de monde. Parce que les pouvoirs publics ont toujours déclaré que les traités qui avaient été signés étaient bénéfiques pour le pays et qu'un investisseur ne porterait jamais plainte contre notre État. Et pourtant, c'est ce qui a fini par se passer. Pourquoi les lois colombiennes ne sont-elles pas satisfaisantes pour les investisseurs étrangers? Nous ne sommes pas une dictature, nous essayons de résoudre nos problèmes, de devenir un pays plus stable, et nous pouvons y arriver. Mais avec ce genre d'affaires, tous nos efforts pour aller vers une paix durable sont remis en question. Ce n'est pas le premier pays à être surpris par la plainte d'un investisseur étranger. Ces traités sont un peu comme des bombes à retardement pour les contribuables. Si je comprends bien, il n'y a pas vraiment de débat public autour de ces affaires. Effectivement. Par exemple, je tiens une rubrique dans un journal et j'ai essayé d'ouvrir le débat, mais je me suis heurté à l'indifférence la plus totale. Bien sûr. Parce que c'est très embarrassant pour le ministère du Commerce de voir que les traités qu'ils ont négociés sont utilisés contre le pays. Si tu es un investisseur étranger et que tu veux avoir un moyen de pression sur un État, il est clair que tu as intérêt dans la majorité des cas à ce que tout reste confidentiel. Car si ça reste secret de ton côté et aussi du côté de l'État, alors vous pouvez négocier. J'apprécie vraiment les recherches que tu mènes en Colombie. On a besoin de personnes comme toi dans tous les pays du monde pour comprendre comment ce système fonctionne, pas seulement dans les textes, mais aussi dans les coulisses.
Il est inacceptable que des enjeux fondamentaux soient négociés en secret, en opacité. La France ne l'accepte pas et ne l'acceptera jamais. Nous souhaitons aussi interdire les tribunaux privés devant lesquels des grands groupes multinationaux peuvent attaquer des choix démocratiques et faire payer aux contribuables des choix qu'il a pris en tant que citoyen. C'est inacceptable et je ne doute pas que cela fera un large consensus sur les bancs de cette Assemblée. En Europe, la société civile descend dans la rue pour protester ouvertement contre le manque de transparence des négociations menées autour des traités, comme le TTIP, traité avec les États-Unis, et le CETA, traité entre l'Europe et le Canada. Le recours aux tribunaux d'arbitrage, qui est inscrit de façon totalement opaque au cœur de ces traités, fait peser de lourdes menaces sur l'avenir des démocraties. Je viens négocier de bonne foi comme je l'ai toujours fait. On a toujours dit que nous n'étions pas contre le fait d'avoir un accord avec le Canada. Mais nous ne voulons pas, ni maintenant, ni plus tard, d'arbitrage privé. Nous pensons que les conflits entre les multinationales et les États doivent être tranchés par des juridictions publiques qui défendent l'intérêt public. La petite Wallonie, petite par la taille, a bloqué par la voix de Paul Magnette, son ministre-président, la signature du traité de libre-échange avec le Canada. 3,5 millions de Wallons qui bloquent un accord qui concerne 500 millions d'Européens. L'une des plus petites entités européennes défie la grande Europe libérale. C'est véritablement David contre Goliath. Le monde, il va se mondialiser, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça, c'est un monde ouvert et tant mieux. Il n'y a rien de pire que les frontières. Mais comment va se faire cette mondialisation? Est-ce qu'elle va se faire avec des règles fortes ou avec des règles un peu fragiles? Est-ce qu'elle va le faire en protégeant les autorités publiques ou bien c'est les multinationales qui vont pouvoir faire la loi? Est-ce qu'elle va se faire avec des juridictions fortes qui respectent toutes les garanties? Ou bien ça va être des arbitrages privés auxquels n'auront accès que ceux qui en ont les moyens? C'est ça les questions fondamentales qu'on pose. Et je l'ai dit et je le redis sans cesse à nos amis canadiens, on est désolé que votre traité soit le premier qui soit soumis à cet examen. Mais si on a cet examen aussi fort, c'est parce que ce que nous allons faire ici est un précédent. Parce que nous allons fixer les standards qui seront ensuite la règle que l'Union européenne devra appliquer à toutes ces négociations bilatérales. Pour attirer les investisseurs étrangers, l'Europe promettait donc au Canada d'intégrer au traité le système d'arbitrage international, qu'on appelle en anglais l'ISDS. La pierre angulaire de ce système, c'est l'effet dissuasif pour les États provoqué par un dépôt de plainte. Quand un État nationalise une entreprise, il se saisit d'un bien. C'est une expropriation. C'est clair. Et l'État compense. Mais si l'État relève le SMIC, par exemple, ou passe une loi anti-OGM, ou interdit les perturbateurs endocriniens, il prive une entreprise de gains potentiels. C'est une expropriation indirecte, car c'est un manque à gagner. Un motif suffisant pour poursuivre un État devant un tribunal d'arbitrage international privé. McDonald's attaque la ville de Florence parce que la ville de Florence a décidé d'interdire l'installation d'un restaurant McDonald's sur la place centrale, à côté de la cathédrale. Et McDonald's réclame des indemnités à la ville de Florence. Donc à nouveau, pour un investissement qui n'a pas eu lieu. Un véritable scandale. Avec cette notion d'expropriation indirecte, inscrite dans le CETA comme dans la plupart des traités, s'ouvre une véritable boîte de Pandore. Les plaintes contre les mesures gouvernementales gênantes pour les investisseurs risquent de se multiplier. Les tribunaux d'arbitrage représentent une arme de dissuasion massive pour les États. Les accords commerciaux sont, je les appelle des accélérateurs de particules. C'est-à-dire qu'ils accélèrent les mécanismes qui sont les mécanismes de globalisation et d'ultra-libéralisation. Et dans ces mécanismes de globalisation, qui est gagnant? Les grands gagnants sont les multinationales et les grands perdants, ce sont les citoyens et l'environnement. Ce qui risque de se passer, c'est qu'avec un dispositif tel que celui-là, c'est-à-dire la capacité qu'un investisseur a d'attaquer un État, ça a un effet dissuasif par rapport à la réglementation. Donc si demain,
nous avons l'intention de prendre une réglementation en Europe sur la question des perturbateurs endocriniens, par exemple. On veut faire quelque chose à ce sujet-là, eh bien un investisseur pourrait dire « Vous pouvez prendre cette législation, bien entendu, mais nous allons vous attaquer parce que nous avons un manque à gagner, parce que nous utilisons ces perturbateurs endocriniens dans nos différentes fabrications. » Et donc, il va y avoir un effet dissuasif par rapport à la réglementation européenne. Ce qui veut dire que, in fine, notre consommateur sera moins bien protégé qu'il ne l'est aujourd'hui. Beaucoup de dirigeants vont anticiper le risque d'une sanction et donc ne vont pas oser prendre une décision. Donc il y a vraiment un effet menaçant dans une asymétrie entre des multinationales déjà très puissantes et des pays déjà assez fragilisés. Et ce type de mécanisme ne fait qu'aggraver cette asymétrie. Nous sommes sur le point d'assister à un développement majeur du rôle de l'arbitrage international. Alors que se passera-t-il si on adopte de nouveaux traités, comme le CETA, le TTIP et un autre tout aussi important, le partenariat transpacifique? Les partisans de l'arbitrage international disent que l'on a déjà 2 à 3 000 de ces traités. Quelques-uns de plus ne changeront rien. Le TTIP, associé au CETA et au PTP, vont permettre à l'arbitrage international, dont le rôle est encore mineur, de devenir une institution internationale bien reconnue. Pourquoi les investisseurs étrangers devraient-ils être mieux protégés à l'international que les acteurs nationaux? Quand on parle de commerce, on pense généralement à des échanges de biens et de services entre pays. Mais le chapitre investissement d'un traité commercial concerne tout autre chose. Il sert à instaurer un système spécifique de protection internationale pour les capitaux étrangers. Cela revient à créer un nouveau tribunal qui protégerait uniquement les droits de propriété étrangers. Et bien entendu, les étrangers en question sont en général de très grandes entreprises ou des personnes très riches. Les idées de Gus Van Aerten sont partagées par toute une communauté internationale. Juristes, parlementaires, ONG, qui travaillent ensemble pour alerter le grand public sur le danger que représentent pour les peuples ces traités et ces tribunaux d'arbitrage. Nous, ce que nous privilégions, c'est que cet investisseur, s'il se sent lésé, ce qui est possible, passe par des cours et tribunaux publics qui auront l'équilibre des forces entre l'intérêt financier et économique de cet investisseur, mais aussi l'intérêt général du citoyen qui est concerné effectivement par cette règle. Et c'est cet équilibre des forces que l'on doit absolument préserver. Vous voulez exister comme État, vous voulez avoir des mesures sociales, vous voulez répondre de la volonté populaire, vous voulez rendre justice à ce pourquoi vous avez été élu comme décideur public. Très bien, votez-les vos lois sur la sécurité du travail, votez-les vos lois sur l'intégrité du territoire, votez-les vos lois sur la santé publique. Nous, on vous poursuivra dans ce régime souverain parallèle qu'on a développé sur un mode particulier qu'il faudra bien un jour appréhender. De façon à ce que vous nous rendiez des comptes, parce qu'il n'est pas question que votre souveraineté prévale sur la nôtre. Et là, on est face à deux régimes de souveraineté qui entrent en concurrence l'un avec l'autre. Avec ces tribunaux d'arbitrage privés, les multinationales imposent leur volonté et la plupart du temps dans le plus grand secret. Car en effet, dans ces affaires, le secret n'est pas seulement un obstacle à l'information des citoyens, c'est la clé de voûte de tout le système, qui permet les arrangements et renoncements les plus honteux. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, lorsqu'une multinationale suédoise, Vattenfall, un des plus grands producteurs d'énergie européens, a attaqué indirectement la ville de Hambourg en déposant en 2009 une plainte contre l'État fédéral restée secrète pendant des années et dévoilée grâce à un professeur de droit international à l'université de Nuremberg, Markus Krajewski. L'arbitrage se déroule en secret. Ainsi, personne n'empêche les deux parties de négocier entre elles. Et peu importe ce que chacun dira à l'audience publique, les véritables négociations auront lieu ailleurs. En 2007, Vattenfall obtient un permis de construire pour une centrale à charbon au bord de l'Elbe, dans la banlieue de Hambourg. Suite aux élections de 2008,
Et à une pétition des habitants, le Parti vert, qui vient d'être élu, révise le permis. Les rejets d'eau chaude dans l'Elbe, prévus pour refroidir les turbines, sont tels que toute la faune aquatique est en danger. Si elle veut exploiter sa centrale, Vattenfall devra respecter les mesures anti-pollution. Et comment réagit Vattenfall? En déposant immédiatement devant un tribunal d'arbitrage une plainte exigeant une compensation de 1,4 milliard d'euros. Donc vous faites une réclamation auprès des autorités publiques en disant « Si vous ne nous accordez pas ce permis, ça va coûter 1,4 milliard d'euros aux contribuables. » Et croyez-moi, les représentants de l'État prennent cela très au sérieux. Bien sûr que ça aide pour négocier. Si je vous dis « J'ai un très gros revolver, je ne vous le montre pas, mais il peut tuer », ce n'est pas pareil que si je dis « En fait, c'est pas un revolver, c'est juste un petit couteau de cuisine. » Sous pression, l'Allemagne négocie secrètement avec Vattenfall jusqu'en 2011. Et un beau jour, on annonce la clôture du dossier. On ne sait pas ce qui s'est passé au juste. On sait qu'il y a eu des négociations. On sait qu'ils se sont parlé. On ne sait pas combien de fois ils se sont rencontrés. On n'a aucune idée de ce qu'ils ont proposé ni de comment cela s'est déroulé. On sait seulement qu'à la fin, ils sont parvenus à un accord. Et ce qui est important, c'est que la seule information disponible, c'est qu'ils ont réglé le problème. Fin de l'histoire. Markus Krajewski a épluché la décision du tribunal arbitral. Il y est mentionné un mystérieux compromis entre Vattenfall et la ville de Hambourg, signé devant un tribunal local. Je me suis dit que s'ils étaient parvenus à un accord devant un tribunal fédéral à Hambourg, je pouvais le réclamer, ce document. Le gouvernement fédéral a refusé, mais la ville de Hambourg me l'a envoyé. La ville a accordé un nouveau permis moins restrictif que le précédent. Voilà l'arrangement. Vattenfall ne voulait pas d'argent. Vattenfall voulait une modification du permis. Et c'est ce qu'ils ont obtenu. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la mairie écologiste de Hambourg a donc renoncé à faire appliquer les normes qu'elle estimait justes pour l'environnement. J'imagine la conversation qui a dû avoir lieu entre le gouvernement fédéral d'Allemagne et la ville de Hambourg. Le gouvernement a dit « Écoutez, nous avons signé ce traité. Nous sommes liés par lui. L'Allemagne a des obligations internationales que vous devez respecter. Vous ne pouvez pas violer le droit international. » Il s'agit là d'un argument puissant, surtout dans une démocratie comme l'Allemagne, mais aussi dans le monde entier. Même l'Allemagne est donc prise au piège des traités qu'elle a ratifiés et cède au chantage de la multinationale. C'est dans le plus grand secret qu'elle signe un accord le 11 mars 2011. Ce jour-là, le Japon subissait le pire tremblement de terre de son histoire. La catastrophe de Fukushima secoue la planète, et en particulier l'Allemagne. Poussée par un vaste mouvement antinucléaire vieux de 50 ans et suite à de nombreuses manifestations dans 450 villes du pays, Angela Merkel se retrouve dos au mur. Elle décide d'accélérer la sortie du nucléaire, soutenue par la grande majorité des Allemands. Die dramatischen Ereignisse in Japan sind ein Einschnitt für die Welt. Sie waren ein Einschnitt auch für mich ganz persönlich. In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können. Wer das erkennt, muss die notwendigen Konsequenzen ziehen. Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Damit wird bis 2022 die Nutzung der Kernenergie in Deutschland beendet.
Herzlichen Dank. La décision de la chancelière, entérinée par une loi, le 13e amendement de la loi sur l'énergie atomique, sera votée par le Parlement allemand 4 mois plus tard. Les 7 plus vieilles centrales allemandes sont immédiatement fermées. Parmi elles, celles de Brunsbüttel et de Krümmel, qui appartiennent elles aussi à la multinationale suédoise Vattenfall. Aussitôt, Vattenfall conteste la légitimité de la loi sur le nucléaire auprès du tribunal constitutionnel de Karlsruhe, la plus haute instance de justice en Allemagne. Mais en tant qu'investisseur étranger, Vattenfall peut jouer sur un autre tableau et attaquer aussi l'Allemagne devant un tribunal d'arbitrage privé. Elle a gagné une première fois, elle peut réessayer, elle ne s'en privera pas. En mai 2012, elle dépose donc une nouvelle plainte en arbitrage. C'est à Washington que se déroule ce procès, dont les enjeux sont pourtant essentiellement européens. Well, good morning, ladies and gentlemen. I open here with the arbitration hearing in Dixit case number ARB/12/12 in the matter between one Vattenfall AB as claimants and the Federal Republic of Germany as respondents. In the interest of transparency, this hearing is being streamed so that also the public can know what investor-state dispute settlement is about. Is that agreed? Yes, Mr. Chairman, that's agreed. Okay. Le juge arbitre est Albert Jan Vandenberg. Le Suédois Kai Ober défend les intérêts de Vattenfall et Sabine Conrad défend ceux de l'Allemagne. Dédommagement demandé, 4,7 milliards d'euros. As a consequence of the 13th Amendment, claimants lost their production licenses for the Krümmel plant and for the Brunsbüttel plant. They were simply withdrawn. The dispute does not concern Germany's right as such to phase out nuclear energy. Rather, this dispute concerns the manner in which Germany has chosen to implement its phase-out decision and its failure to properly protect claimants' investments. In particular, it concerns Germany's failure to pay any compensation at all. Le fondement de la plupart des traités relatifs à la protection des investissements est de fournir une protection contre l'expropriation. Cependant, il est difficile, quand on parle d'expropriation indirecte, de fixer la limite entre une expropriation et des mesures gouvernementales légitimes. Et il n'est pas facile de tracer la limite entre ces deux options. Alors bien sûr, on pourrait dire que la protection dont bénéficient les investisseurs, en vertu des traités, est susceptible d'influencer la façon dont l'État légifère. Même si un Parlement a voté une loi le plus démocratiquement possible, celle-ci peut malgré tout entrer en contradiction avec les engagements pris par l'État dans un traité international. Bien entendu, c'est aux États de décider s'ils souhaitent ou non signer ces traités. What Germany is trying to do in this arbitration is to exploit the Fukushima disaster to create a narrative that would excuse its wrongdoing. You can put perfume on it, but the bottom line here is that international law and the ECT govern this dispute. Juridiquement, l'Allemagne ne peut pas contester le traité qu'elle a ratifié. Mais d'un autre côté, le géant suédois n'a pas respecté ses obligations. Réparer ses centrales endommagées, ce qui mettait la population en grand danger. Claimants now seek compensation for their own business failures. Billions for plants which were notorious for their problems. But apparently in Vattenfall's reality, a burning transformator is totally normal, as are bursting pipes. Also normal in Vattenfall's universe are corroded barrels with radioactive waste. Vattenfall have shown you a promotional video of the Krümmel power plant. In that video, none of the events that are listed here on the slide feature. Krümmel and Brunsbüttel
both of them had been standing still. Not because of Fukushima, not because of the moratorium, not because of the 13th Amendment, but because of a multitude of incidents. Krümmel et Brunsbüttel ont une longue liste de défaillances. Heinz Mittal, un physicien nucléaire de Greenpeace, appelé comme expert devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, a étudié à la loupe toutes les défaillances des 2 centrales allemandes. Même les experts pro-nucléaires se sont demandé pourquoi ces réacteurs présentaient toujours autant de défaillances et d'anomalies. Mais c'est surtout l'incendie d'un transformateur en 2007 qui a scellé le sort de la centrale de Krümmel. Le transformateur contenait 70 tonnes de pétrole. Quand le pétrole a commencé à brûler, ça a entraîné un énorme incendie. Une fumée noire a enveloppé toute la zone du réacteur. Et c'est ce qui a révélé un grand nombre de dysfonctionnements. Les installations anti-incendie étaient largement sous-dimensionnées. Les réserves d'eau étaient épuisées alors même que l'incendie était toujours en cours. Un court-circuit extérieur peut tout à fait provoquer une réaction en chaîne et mener à une catastrophe nucléaire. Thus, Germany's inflammatory descriptions of fires, quote unquote, and pictures of corroded barrels, quote unquote, contribute nothing to the ultimate determination as to whether in 2011 Germany has admitted in this arbitration that its decision to accelerate the phase-out was not based on concerns over safety of the nuclear power plants, but merely on an alleged changed perception of the general risk that nuclear energy poses to the German population. That is all politics. L'avocat de Vattenfall s'abrite en fait derrière la loi, derrière le strict langage juridique pour ne pas avoir à reconnaître la responsabilité de la multinationale dans cette affaire. Il est clair que ce groupe de personnes, ou beaucoup d'entre elles, ont été éduquées de façon particulière. Elles ont toutes été formées pour appréhender le droit international comme une matière technique, tout en considérant malgré tout qu'offrir le maximum de droits et de privilèges aux entreprises serait bénéfique pour l'économie mondiale. Les avocats ne sont pas habitués à réfléchir aux conséquences de leur plaidoyer, mais seulement à la façon dont ils vont appliquer la loi. Il n'y a qu'une expression française pour exprimer ça, c'est la pensée unique. C'est exactement ce dont il s'agit. Ils réfléchissent tous de la même manière. This case is very controversial and has generated much public debate. Now, why is that? Because it's an arbitration which should never have been brought under the Energy Charter Treaty and under the ICSID Convention. The reason for the 13th Amendment was the Fukushima accident. Is that correct? That is correct. If that is a public perception, how would that legally translate into the investment protection under the ECT? I make a number of assumptions, and I don't ask you to do anything, but assume that this would be the case. It is almost an impossible hypothetical because you're assuming that the public is wrong. And that does not say whether it's right or wrong. It's simply the perception changes in the public. How does that translate legally into the ECT? And I was listening to Vattenfall's opening this morning, claiming that the 13th Amendment was a political decision. And they've said it quite often. I wonder when political has become such a dirty word. It comes from the Greek word politikos, which means relating to the people, to the citizens, to the state. And democracy is nothing if not political. It is government of the people, by the people, for the people. It has to be political. That's its
definition, and it's certainly not a dirty word. En refusant toute considération politique ou démocratique, les entreprises multinationales se considèrent comme hors politique, au-dessus des lois. Mais des lois existent malgré tout. Et tandis que le procès en arbitrage privé de Vattenfall contre l'Allemagne suit son cours à Washington, le tribunal constitutionnel fédéral de Karlsruhe, où la multinationale avait d'abord déposé plainte, rend son jugement. La Cour déclare que la sortie du nucléaire est conforme à la Constitution allemande et que les entreprises qui ont porté plainte devront recevoir une compensation financière pour la fermeture de leur centrale. Désormais, Vattenfall ne peut plus dire qu'elle ne peut faire valoir ses droits que devant un tribunal d'arbitrage, puisque son droit à être protégé a été reconnu. Et on lui a aussi reconnu le droit de demander des dédommagements, droit qui est prévu dans le cadre de notre Constitution. Alors ce serait catastrophique si, malgré les dispositions présentes dans notre Constitution, une décision très différente était rendue à Washington. Cela irait à l'encontre de nos principes démocratiques. La sortie du nucléaire est donc confirmée. Et les antinucléaires peuvent considérer qu'ils ont gagné. C'est surtout pour les citoyens allemands que les agissements de Vattenfall sont les plus choquants. Vattenfall jouit de la protection du droit allemand. Vattenfall n'a pas été discriminée en tant qu'entreprise étrangère. Elle a été traitée comme les autres entreprises du secteur de l'énergie en Allemagne. Donc on ne devrait pas avoir besoin de s'adresser à un tribunal d'arbitrage. Et on peut imaginer un montant de dommages et intérêts pour Vattenfall de quelques centaines de millions d'euros, mais en aucun cas de 4,7 milliards d'euros, comme le demande Vattenfall. C'est au gouvernement allemand de modifier la loi pour fixer le montant de la compensation qui sera ensuite validé par le Bundestag. Lors d'un procès en arbitrage, c'est très différent. Le montant du dédommagement est beaucoup plus élevé et il est fixé arbitrairement par des avocats d'affaires sans aucune légitimité démocratique. Et une partie des frais de justice, assez considérable, entre 4 et 10 millions de dollars, reste généralement à la charge de l'État. Si on critique le système, il faut bien sûr critiquer aussi le pouvoir des entreprises et le comportement des avocats d'affaires. Mais il faut aussi pointer du doigt les États et leur dire « Écoutez, c'est vous qui avez fait ça. » Les États ont créé ce système et les États ont le pouvoir d'y mettre fin. Et qu'il s'agisse de la Colombie, du Pérou, du Mali ou de pays en voie de développement, les États ont le pouvoir de se débarrasser de ce système, s'ils le veulent. Mais est-ce qu'ils le veulent vraiment? Les gouvernements et les grandes entreprises sont souvent complices. Le groupe Vattenfall, par exemple, bénéficiait de l'écoute de la chancelière, qui avait été jusqu'à nommer son ex-PDG, Lars Josephson, son conseiller personnel en matière de transition énergétique. Comme la chancelière, la plupart des chefs d'État sont ambivalents. D'un côté, ils veulent attirer l'investissement des capitaux étrangers dans leur pays en signant des traités favorables aux entreprises étrangères, et de l'autre, ils veulent promulguer des lois favorables à l'environnement, à la santé et à la démocratie, qui vont contre les intérêts des multinationales. Alors, que faire ? L'heure est venue de considérer qu'on est face à deux régimes de pouvoir. Un régime de pouvoir traditionnel qui tente à se folkloriser de plus en plus et à être une sorte de théâtre d'ombre pour distraire la plèbe, c'est-à-dire les États traditionnels dont on parle majoritairement dans les journaux, la France, l'Allemagne, l'Australie, le Japon, le Brésil, les États-Unis, et ainsi de suite, et un autre régime de pouvoir qui s'organise tout autrement. On ne duplique pas le modèle, on le refonde complètement et qui procède à sa manière. Au fond, c'est comme si les multinationales se voyaient hors sol.
Et on voudrait que ces pouvoirs-là existent dans une sorte de dimension qui soit les leurs, et que le reste, c'est-à-dire les États traditionnels, le droit des législations traditionnelles, les institutions judiciaires traditionnelles, soient dominés par ces acteurs-là sur un mode instrumental ou soient complètement hors champ, qu'on ne les voit plus. Together, we welcome you all to today's hearing, in this case of the Renco Group Inc. as claimant versus the Republic of Peru as respondent, and that is ICSID case number UNCT/13/1. Dans les années 90, je m'intéressais aux stratégies de développement des marchés émergents. C'était une époque très intéressante et très stimulante. Après la fin de la guerre froide, les pays cherchaient de nouvelles stratégies de développement durable. J'étais fasciné par les flux d'investissement. Mais qu'allait-il se passer dans 5 ou 10 ans? Et là, je me suis dit, je vais me focaliser sur les conflits qui vont être inévitables. Avec la multiplication des conflits, le pouvoir des tribunaux d'arbitrage s'étend sur toute la planète et devient de plus en plus menaçant. Cette fois, ce sont 2 populations, l'une aux États-Unis et l'autre au Pérou, qui sont victimes d'une même multinationale, Renco, un immense pollueur. Son PDG, Ira Reinert, un financier de Wall Street, est l'un des hommes les plus riches du monde. Il avait empoisonné par sa fonderie une petite ville du Missouri, Herculaneum. Il empoisonne maintenant une autre ville au Pérou, la Oroya. Les 2 communautés vont s'unir pour se défendre. En 2001, j'ai pris un bus de Huancayo qui traversait les hauts plateaux du centre du Pérou jusqu'à la côte pour rejoindre Lima, la capitale où je vivais avec ma famille. Avant même d'arriver en ville, on peut en sentir l'odeur. Ça sent le zinc, ça sent le plomb. Et puis on voit la végétation se raréfier. Et presque tous les rochers sont recouverts d'une couche gris-blanc. On dirait des dépôts calcaires. Et le bus s'est arrêté. Je suis sorti pour me dégourdir les jambes. On a fait une pause de 10 minutes à La Oroya. Et là, il y avait 2-3 enfants qui descendaient la rue avec leur mère. Ils étaient en train de cracher leurs poumons. Ils toussaient énormément. Quand on s'est approché de la fonderie, on a vu que la cheminée rejetait d'énormes quantités de fumée toxique. Mais c'est une contamination passive, provoquée par tout ce qui s'échappe de la fonderie. Il n'y a aucun filtre, rien pour évacuer tout cela hors de la vallée. À midi, il faisait déjà sombre. Il y avait de la fumée partout et une odeur terrible. Les émanations étaient très fortes. Et comme on était à l'air libre, un peu comme ici, elles nous arrivaient de face et ça nous prenait à la gorge et à la tête. On avait des larmes, on toussait et on s'étranglait, au point de ne plus pouvoir parler parfois. Il est arrivé qu'on dise aux enfants de rester dans leur chambre, parce qu'avec toute cette fumée, on ne pouvait pas les laisser sortir. Mais ça, l'entreprise s'en moquait. Ils continuaient à polluer et à déverser leurs déchets. C'est l'État qui a permis toute cette pollution. Ils savaient très bien ce qui se passait. Et en voyant les dégâts causés par les fumées, ils auraient dû régler le problème. Mais ils s'en fichaient. On sentait que le gouvernement péruvien n'allait rien faire pour empêcher l'entreprise Dorun de polluer la communauté de La Oroya. Le gouvernement était incapable d'obliger les entreprises étrangères à respecter les règles. Le rapport de force était bien trop inégal. Il était tellement en faveur de l'entreprise que c'était très difficile pour le gouvernement du Pérou de faire respecter les normes environnementales.
Lorsque l'État péruvien vend sa fonderie Dorun Pérou au groupe Renco en 1997, il pose ses conditions, qu'il n'y ait plus aucun rejet polluant. L'entreprise s'engage à respecter les nouvelles normes environnementales. Mais au lieu d'investir dans la décontamination du site, Aira Reinert fait de l'évasion fiscale et envoie l'argent vers 2 de ses filiales, celle du Missouri aux États-Unis et l'autre située aux îles Caïmans. La ville de La Oroya, que les Sud-Américains appellent la Tchernobyl des Andes, est de plus en plus polluée. Le contrat établi pour la cession de l'usine à Renco était un très mauvais contrat, plein de lacunes. Et le gouvernement du Pérou a malheureusement décidé de prendre à sa charge un tas de problèmes pour rendre l'usine plus attractive pour le secteur privé. Résultat, une entreprise vraiment irresponsable, Renco, et un gouvernement très faible qui a accepté à plusieurs reprises le report de l'obligation pour Renco de se conformer aux normes de qualité environnementale. L'Église presbytérienne est devenue de plus en plus consciente des connexions entre l'économie américaine et les économies émergentes à travers le monde, particulièrement autour des industries extractives. On s'est demandé s'il n'y avait pas une connexion, un lien entre les habitants du Missouri et ceux du Pérou. Hunter Farrell, directeur de la mission pour l'Église presbytérienne au Pérou, apprend par le pasteur Elinor Stock à Saint-Louis qu'une autre usine Dorun, tout aussi polluante, qui empoisonne aussi la population, est implantée à Herculaneum, dans le Missouri. Cette fonderie appartient également au groupe Renco. Le pasteur décide de se rendre sur place, accompagné de l'archevêque péruvien Pedro Barreto. Des liens se créent entre les deux communautés, péruvienne et américaine. Elinor Stock, qui est pasteur, avait organisé une rencontre. Elle avait invité des spécialistes de la santé publique de l'Université de Saint-Louis, Fernando Serrano, et 2 représentants de la communauté de La Oroya. On a discuté, on a déjeuné ensemble, on a parlé pendant des heures en partageant simplement nos expériences. Et à chaque fois que quelqu'un parlait, à chaque témoignage des habitants de Herculaneum, ceux de La Oroya disaient « c'est la même chose, on est confronté à la même situation dans notre ville ». Ça a renforcé le sentiment de solidarité entre les Américains et les Péruviens, quand ils ont compris qu'ils étaient face aux mêmes problèmes et aux mêmes ennemis. C'était les mêmes histoires. Il leur arrivait la même chose, ils avaient la même relation avec l'entreprise, faisaient face aux mêmes intimidations et menaces, aux mêmes dénis et aux mêmes problèmes de santé. Donc, la première chose à faire, ça a été de mettre des données scientifiques à leur disposition. Il n'y avait pas de données précises. Les gens n'avaient aucun moyen de pression pour obliger l'entreprise à prendre ses responsabilités. La mobilisation déclenchée par l'action du pasteur commence à porter ses fruits. En 2005, une équipe de chercheurs de l'Université de Saint-Louis, dirigée par le professeur Fernando Serrano, se rend au Pérou pour effectuer les premiers prélèvements sanguins sur la population de La Oroya. Yo le cuento que el año 2005 se hizo un estudio. En 2005, l'Université du Missouri est venue faire une étude comparative sur la concentration du plomb dans le sang à La Oroya et à Concepción. C'était pendant le mois d'août. Les résultats se sont révélés alarmants. Ils ont trouvé non seulement du plomb, mais tout un cocktail de métaux lourds, comme du cadmium, de l'arsenic, du mercure. C'est
C'est quelque chose qui nous a touchés personnellement, de ne pas avoir su tout cela. C'est ça que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus tolérer. On ne peut vraiment plus les tolérer. Nous savons qu'il n'est pas facile d'obtenir justice, surtout quand on a affaire à une entreprise et à l'État. Je sais bien que c'est un combat que vous menez depuis plus de 10 ans, mais il faut que vous sachiez que nous nous engageons à continuer à travailler avec vous et à dénoncer tout ce qui s'est passé ici. Rosa Amaro était la présidente du mouvement pour la santé à La Oroya. C'était un leader dans sa communauté qui s'est ensuite rapproché des ONG de Lima, qui étaient elles-mêmes connectées avec les gens à Saint-Louis. Notre mouvement a fait énormément. Pas seulement pour quelques personnes, mais pour l'ensemble de la population. On s'est battu pour porter la voix de ceux qui n'en ont pas, nos enfants. Doron était une entreprise très déterminée à ce que ses employés ne parlent pas de pollution. Celui qui parlait de contamination devenait aussitôt l'ennemi de l'entreprise et également de La Oroya. Parfois, je me sens un peu mal parce que mon mari me dit « À quoi ça nous a servi de sacrifier notre commerce? On nous a forcés à partir. Et qu'est-ce que tu as gagné avec ton mouvement ?» Voilà ce qu'il me dit. Et moi, je lui réponds « Si je me suis autant investie, ce n'était pas pour en tirer quoi que ce soit. C'était pour changer les choses, pour que la santé des gens arrête de se dégrader. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Suite aux analyses de sang réalisées par les médecins américains, la communauté se déchire. Des tracts sont distribués qui dénoncent l'arrivée des vampires du Missouri, venus pour sucer le sang des enfants péruviens. Ils menacent avec violence ceux qui se battent, comme Rosa Amaro, pour alerter la communauté sur la contamination par les métaux lourds. Le groupe Renco menace alors de fermer l'usine. Comme cela arrive souvent dans des pays comme le Pérou, il y a eu beaucoup de pression, surtout de la part des ouvriers, mais aussi de la part des autorités de la région de La Oroya pour que la fonderie continue à fonctionner. Le gouvernement péruvien était continuellement soumis aux menaces de la Doron Company, qui disait « 4000 emplois vont disparaître demain ». Les gens du coin avaient désespérément besoin de ces emplois. C'est donc devenu un sujet majeur. Et chaque fois qu'une menace ou une rumeur en ville disait que l'entreprise allait peut-être fermer, ou que le gouvernement péruvien allait obliger l'entreprise à fermer, les gens descendaient dans la rue. El caso de La Oroya no ha sido totalmente satanizada. Y es un hecho que La Oroya, pues, siempre haya sido catalogada, pues, como una de las condiciones más importantes a nivel mundial. El caso del plomo en La Oroya, ya desde 2006, 2007, está por debajo del mínimo que se debe poder producir. Incluso muy por debajo. Vamos a ver si hay una llamada telefónica al 39-1529 para también escuchar su apreciación. Buenos días, escuchamos Radio Carisma. Buenas tardes. Bonsoir, Rolando.
La Oroya a été abandonnée. C'est d'une tristesse sans nom, comme si elle n'existait plus. Je voudrais que vous me répondiez à ce propos. La Oroya est en train d'agoniser, monsieur. La Oroya est en train de mourir à cause de personnes incompétentes qui ne valent rien et qui ne font rien pour la Oroya, pour sa population, à part la détruire. Todos deben quitarse de la mente esta situación y sobre todo estas ONGs antimineras que en realidad lo único que hacen es usufructuar con el dolor ajeno, ¿no? Tengo entendido que han habido estudios, ONGs que han venido a la Oroya y por cada niño que hacían sacar sangre creo que eran 120 o 150 dólares, ¿no? Entonces, ahí en realidad lo que se ha hecho es mezquinar y mercantilizar la salud y eso no está bien. Les conclusions de l'étude scientifique sont sans appel. La fonderie empoisonne les citoyens de la Oroya. Pour Ruben, l'état de santé de son fils aîné Juan est particulièrement inquiétant. Là, par exemple, nous avons les résultats exacts des analyses de Juan. Plomb dans le sang, 35,34 microgrammes. Arsenic, 60,78. Cadmium dans les urines, 2,67. Ils disent aussi stomatite afteuse et troubles du langage. C'est-à-dire qu'il ne peut pas bien parler. Éloignez l'enfant d'ici, de la Oroya. C'est ça, oui, l'éloigner. À la Oroya, 97% des enfants avaient des taux de plomb très élevés. Certains avaient jusqu'à 30 à 40 microgrammes par décilitre, ce qui est dramatique. Aux États-Unis, ces enfants-là seraient immédiatement hospitalisés. Il y a des troubles cognitifs et des troubles de coordination motrice importants. Les enfants de la Oroya perdent entre 1 et 3 points de QI pour chaque année passée dans cette ville. Juan a besoin d'un vrai traitement. Mais j'ai pas d'argent pour ça. Il me faut de l'argent. La contaminación del medio ambiente que afectó a más de 1000 niños en Perú le ha costado caro a una empresa que procesa minerales. El gobierno peruano decidió liquidar a la empresa Toe Ram como sanción al incumplimiento de normas ambientales locales. Queda claro que lo que quiere el Perú es que las empresas cumplan la ley, que cumplan sus obligaciones, que no establezcan obligaciones al gobierno peruano que no les corresponde, no se trata de eso, y que lo que también queremos es actividades productivas sanas y queremos que ellas se hagan en el cumplimiento de la ley. Esta refinería está ubicada en La Oroya. En 2009, à cause du manque d'investissement de Renco dans la remise aux normes environnementales du complexe minier et des problèmes de santé de la population, l'État ordonne la fermeture. Une occasion que n'espérait plus Aira Reinert. C'est une expropriation indirecte, donc du ressort d'un arbitrage international. Aira Reinert attaque l'État péruvien, un procès qui aura lieu à Washington et la communauté de la Oroya ne pourra pas y assister. That being the case, please let us invite Mr. Hamilton to begin his oral submissions. Thank you. La Oroya, por su naturaleza, es una fuente de recursos metalúrgicos. Es una comunidad con colegios, casas, iglesias, con niños, padres, madres, con empresas y trabajadores. Es un sitio económico, es un sitio humano. The treaty allows an investor to bring a claim against a state, either on the claimant's own behalf, for its own injuries, for state conduct, or it may bring a claim on behalf of an enterprise that it owns and controls for loss or damage that the enterprise has suffered. Les traités de libre-échange ont cette clause dite d'investissement qui autorise les entreprises
à attaquer en justice des communautés, des gouvernements, des États ou des nations, si elles estiment que leurs profits passés, présents ou futurs sont menacés. Si des communautés qui se font polluer protestent, ou font quoi que ce soit qui puisse être considéré par l'entreprise comme dommageable pour ses profits, elles peuvent être poursuivies. Les gens au Pérou ont de vraies craintes et des doutes vis-à-vis du système d'arbitrage, qu'ils décrivent presque comme un jury sans visage. Personne ne sait rien, ils n'ont aucun compte à nous rendre, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas qui leur a donné ces rôles d'arbitre. Ça a retiré le pouvoir de décision aux communautés locales et à ceux qui sont les seuls à en subir les conséquences pour le remettre entre les mains de gens que l'on ne connaît même pas. Pour donner la parole à la communauté de la Oroya, l'archevêque de la région, Pedro Barreto Jimeno, avait obtenu une audition publique auprès de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain. Rosa Amaro et le chercheur de l'Université de Saint-Louis, Fernando Serrano, sont appelés à témoigner en juillet 2012. We have sound scientific evidence of the grave threat to the people of La Oroya and the environment, as these studies have shown. Of great concern, again, is the multiple exposure. All these toxic metals affecting the body and the health effects. So in the discussion of the economic and legal and other factors related to the relationship between the United States government and Peru in the framework of the U.S. Trade-Free Agreement, I believe we must put an emphasis, we must make a priority of the health needs and rights of the people of La Oroya, especially the children, and especially the unborn. We have children being born with lead in their bodies, and that is something that we consider completely unacceptable. I'd like to now ask Ms. Amaro if she would proceed. No estoy aquí como un líder político, ni como un técnico experto. Vengo aquí como una ciudadana de La Oroya y como madre preocupada por mis hijos menores, Moisés y Jesús. Los que apoyan a la empresa Doerran han arrojado piedras a mi casa y me han amenazado de muerte. El gobierno ya dio a Doerran varias oportunidades para que resuelva la contaminación en el complejo metalúrgico, pero la empresa nunca ha cumplido y ahora tiene la desfachatez de demandar al Estado peruano. One of my concerns with each of the free trade agreements going back to NAFTA with Mexico, which I did vote against, primarily because of workers' rights and because of environmental protections, while on paper it looked to be very strong and robust. And I'm wondering, with regards to the Peruvian free trade agreement, is there a similar weakness with regards to environmental standards? And are we doing our part as a government to push on that important area? Aidés par des avocats de Saint-Louis, plus d'1 millier d'enfants de la Oroya ont déposé plainte contre Ira Reinert devant une cour de justice locale au Missouri. Cour qui l'avait déjà condamné à dédommager la population d'Herculaneum en 2010. C'est donc pour échapper à cette plainte qu'Ira Reinert attaque l'État du Pérou devant le tribunal d'arbitrage international. Promptly after filing the notice of intent in December of 2010, RINCO ran directly to the Court of the United States in an effort to remove claims brought by children of La Oroya from state court to federal court. RINCO did that by bringing to the attention of the United States Federal Court the existence of a treaty dispute. That case played Ce out procès a over duré a des années. period of years. And in Et en 2016, 2016, the International le tribunal Tribunal d'arbitrage a statué que RENCO n'avait pas respecté son obligation, inscrite dans le traité, de renoncer à toute poursuite locale. C'était une condition très spécifique.
Le Pérou et les États-Unis s'étaient entendus sur l'interprétation de cette obligation. Et le tribunal a statué qu'il y avait violation de cette condition inscrite dans le traité. La plainte déposée au tribunal d'arbitrage par Renco a été déboutée pour vice de procédure. Mais Renco peut bien sûr déposer de nouveaux plaintes contre l'État péruvien. C'est pour cela qu'il faut agir avec une extrême prudence, pour éviter le risque de voir Renco attaquer une nouvelle fois le Pérou. Une victoire symbolique pour l'État péruvien qui n'est pas condamné, mais qui est tenu malgré tout de payer des frais de justice entre 4 et 8 millions de dollars. Et si aux États-Unis les habitants d'Herculaneum ont été dédommagés, ceux de la Oroya par contre ne le sont toujours pas et continuent à respirer un air pollué. Mon plus grand espoir est que les gens, notamment aux États-Unis, reconnaissent le coût d'un système judiciaire laxiste qui permette aux entreprises pollueuses de ne pas être poursuivies pour meurtre. Tôt ou tard, il nous faudra reconnaître que bien que les investisseurs aient des droits, personne n'a le droit de voler à un enfant son intelligence. Et, où que ce soit dans le monde, personne n'a le droit de contribuer à empoisonner des enfants. En Europe, le coup d'éclat des Wallons a réveillé les consciences. Les institutions européennes commencent à bouger. En mars 2018, la Cour de justice européenne, saisie par la Slovaquie, invalide une amende importante de 22 millions d'euros, imposée par un tribunal d'arbitrage parce qu'elle estimait cette sentence incompatible avec le droit européen. Une première qui pourrait faire jurisprudence pour tous les conflits intereuropéens. En prenant cette décision, la Cour de justice européenne semble vouloir réaffirmer sa souveraineté et son pouvoir de juridiction. Par ailleurs, la Commission européenne travaille sur un projet au long cours de tribunal public, international et permanent qui pourrait remplacer le système d'arbitrage privé. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Les multinationales ne renonceront jamais au pouvoir exorbitant que leur offrent les tribunaux d'arbitrage. Elles peuvent compter sur les meilleurs cabinets d'avocats d'affaires du monde pour les défendre et leur rappeler les traités de libre-échange signés par les États dans le passé. Raison de plus pour que la société civile reste vigilante et continue à manifester et à résister. Pour empêcher les États de céder aux lobbies économiques et financiers des multinationales. Pour défendre la liberté des États à légiférer. Pour préserver la santé et l'environnement partout sur la planète. Et pour choisir l'intérêt général des populations plutôt que la défense des grands intérêts privés.